C'est au fil de l'eau que nous continuons notre découverte de Bar-le-Duc. L'Ornain, qui traverse la ville de part en part, est à l'origine de sa création. Il a vu la ville grandir au fil des siècles. Longtemps utilisé pour le transport des bois de flottage entre les Vosges et la capitale, c'est le creusement du canal de la Marne au Rhin qui mettra fin à cette activité en s'accaparant le transport fluvial. Plusieurs ponts se sont construits au fil des temps sur l'Ornain, mais le pont Notre-Dame est le plus ancien et certainement le plus atypique d'entre eux. Alors nous voici sur le pont Notre-Dame, un pont important pour la ville de Bar-le-Duc car il relie un quartier essentiel, le quartier le plus ancien de la ville, le quartier de Bar-la-Ville. À l'origine, il était en bois, refait en pierre et qui abrite sur un des piliers la chapelle de la Vierge. Une chapelle qui a eu un destin particulier. Pourquoi? Parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, les Allemands ont dynamité le pont. Fait du hasard ou miracle, seule la chapelle a subsisté. Le quartier Notre-Dame est le plus ancien quartier de Bar-le-Duc. Après une importante rénovation en 2011, il est devenu un quartier prisé des Parisiens et des touristes. Pour parler de cette métamorphose, nous avons rencontré Annie Sévigno. Elle est la directrice de l'Office de tourisme. Donc, l'Office de tourisme est une association loi 1901 qui a été créée il y a plus de 100 ans. Et ce n'est en fait que dans les années 90, au début des années 90, que l'Office s'est installé dans le quartier Couchot. Et on est dans ces locaux-là depuis 2005. Donc c'est vrai que dans les années 2010-2011, on a vécu pleinement avec toute l'équipe la requalification du quartier Notre-Dame. Alors le parvis était avant bouclé par des grilles. Avec cette requalification, on a complètement ouvert le parvis, mais également le quartier, tant et si bien que l'Office de tourisme s'est pleinement positionné au sein du quartier Couchot. Il est en cela plus lisible. Donc l'Office de tourisme a également cette mission de valorisation du patrimoine. Le patrimoine Renaissance, bien évidemment, situé en ville haute. On a également d'autres patrimoines qui valent vraiment le détour, des belles églises en ville basse, dont l'église Notre-Dame qui se situe juste en face de l'Office de tourisme et dont vraiment je vous invite à venir découvrir ces trésors. L'histoire de Notre-Dame est depuis toujours liée à celle de Bar-le-Duc. C'est en 1088 que la comtesse Sophie y fonde un prieuré qu'elle confiera aux moines bénédictins de Saint-Mihiel. Au fil des siècles, l'église évolue, mais en 1619, son clocher est détruit dans un incendie gigantesque. C'est un siècle plus tard qu'est entrepris pour la remplacer la construction d'une tour-porche monumentale qui s'ouvre sur la rue Bar-la-Ville. À l'intérieur de l'église, on peut y découvrir beaucoup d'œuvres remarquables, notamment ce Christ en croix du XVIe siècle attribué à l'artiste Ligier Richier. L'église Notre-Dame dispose de nombreux trésors et c'est dans la chapelle du Rosaire que se trouve une œuvre majeure de la Renaissance réalisée par Jean Cros, les Litanies de la Vierge. Ce type d'œuvre est classique pour la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. L'objectif pour ces artistes est de démontrer l'Immaculée Conception. C'est à des moments particuliers de la journée où la lumière traverse les vitraux que l'œuvre prend toute sa dimension. Et c'est sur les toits de Notre-Dame que nous emmène Michel Erard. Michel est l'un des bénévoles de la paroisse et depuis sa plus tendre enfance, il en connaît les moindres recoins. Il nous fait découvrir ici, à l'emplacement de l'ancien clocher, les dernières traces de l'église primitive. Oui. Donc voici une des parties les plus anciennes de l'église. Donc ça, c'est des corbeaux de symboles visant
paysage anthropomorphe et zoomorphe, hein, donc alternance d'animaux et d'humains. Nous continuons notre découverte de Notre-Dame à l'intérieur même de la tour. Et l'on se rend compte rapidement pourquoi son accès acrobatique est fermé au public. Tiens, mais bon, il faut y aller doucement dessus. Vous l'avez situé, la marche en bois. Hein. Donc là, nous arrivons juste derrière le cadran de l'horloge. Les aiguilles sont à cette hauteur. C'est maintenant électrifié depuis un certain temps, je ne sais plus exactement, ça c'est vrai. Et avant de cette horloge mécanique qui était à cet emplacement-là, partait un mécanisme qui faisait sonner les tintements par cet arbre à cames. Voilà, comme ça sur les 3 cloches. Oui, c'est une belle pièce, hein, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Il faudrait qu'on puisse la protéger, la faire intégrer dans les collections du musée. On a réussi à ce qu'elle ne se sauve pas jusqu'à présent. Elle reste là avec tout le reste. Allez, on y va. Là, on n'est pas arrivé. Nous voici dans le clocher, donc il y a 5 cloches. 5 cloches dans le beffroi, oui. Là, on est vraiment dans la partie pleine du beffroi, proprement dit. C'est toujours impressionnant, hein. Monter 2 tonnes ici, dans les clochers. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est quand on réalise que le beffroi n'est pas fixé sur la maçonnerie, parce qu'il risquerait d'emporter la maçonnerie. Ce qui veut dire que toute cette partie bois bouge sur la maçonnerie. Et je ne connais pas la loi des probabilités, mais voyez toutes les cloches en train de voler dans le même sens. Vous vous rendez compte le tirage que ça donne sur le beffroi, ce qui le fait bouger sur la maçonnerie. Pour monter ces cloches, c'était quand même pas rien, et donc ils avaient mis en place tout un système, non, c'était assez simple. Le treuil, si l'on peut dire, qui a servi à monter les cloches, cette grosse poutre de bois légèrement arrondie, sur lequel ils accrochaient les cordes. Oui, et puis après, traces, ces traces-là, je suppose, marquées par les cloches. Et puis alors ils étaient à 2, puisqu'on voit la place de 2 trous. C'était pas ce morceau-là, mais enfin, le principe c'était d'avancer de quart de tour, l'autre reprenait, et ainsi de suite. Ils avaient énormément de force, puisqu'ils avaient un levier là, et c'était comme ça qu'ils arrivaient à monter les cloches. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de monter alors au sommet du clocher. Et là, je crois que c'est une des plus belles vues réellement de Bar-le-Duc, puisqu'on a une vue à 360 degrés sur la ville. Et on est quand même assez haut relativement pour pouvoir en profiter. Voilà. Et allons-y. Votre temps, posez bien vos pieds. Après, c'est là que ça devient sportif. Là, bon, c'est relativement correct, mais après, ça devient sportif. La récompense est là. Ah oui, superbe, voilà, superbe vue de Bar-le-Duc. Voilà, certainement une des plus belles qu'on ait sur Bar-le-Duc. Ici, nous avons une vue à 360 degrés et nous sommes à quelques 39 mètres de haut. Donc, on voit même là-bas la vallée de l'Ornain jusque, je crois, c'est Bussy-la-Côte. De l'autre côté, on va au moins jusque Longeville, la côte Sainte-Catherine, bien évidemment. Et puis alors, toute cette vieille ville que l'on voit, comme on n'a pas l'habitude de la voir non plus, de cette hauteur-là et de face. Au sommet du beffroi, on comprend mieux l'implantation du plus vieux quartier de Bar-le-Duc. C'est ici qu'au 1er siècle, entre la voie romaine et l'Ornain, s'implante un relais routier romain, le berceau du faubourg de Bar-la-Ville. Dans les archives de la médiathèque Jean Jequins, nous avons pu retrouver les traces de la naissance de la ville. Les origines de Bar-le-Duc, les origines du quartier Notre-Dame se retrouvent ici, sur ce plan, un plan dressé par Léon Maxverly. Qui était Léon Maxverly? C'était un archéologue conservateur du musée barrois qui a établi à la fin du 19e siècle les premiers plans de la ville, les plans anciens, et ce à partir des découvertes archéologiques faites à l'occasion des grands travaux urbains. Donc cette carte montre bien le rôle de Bar-le-Duc, de la cité gallo-romaine de Caturiche, qui n'était qu'un relais routier sur la voie importante Reims-Toul.
Donc ces objets faisaient partie de la collection Max Verly. Pour la première fois, nous avons réassocié ces archives écrites aux collections musées. Et donc on peut encore voir cette étiquette, l'étiquette issue de la collection Léon Max Verly. Et cette céramique est en fait une coupe, c'est un gobelet qui servait à boire le vin, un gobelet du début du 1er siècle qui a encore le nom du potier gravé à l'intérieur. À l'époque antique, Bar-le-Duc ne s'appelait pas Bar-le-Duc, mais s'appelait Caturige. Mais ça, c'est une autre histoire. Kick off our shoes and have some fun. Get ready, get set, let's go. If we never go, we'll never know. 'Cause you and I, oh yeah, we could fly so high, so high.